Les dirigeants, c'est les dirigeants nationaux. Et je suis très content d'être ici. C'est une rencontre qui présente un grand intérêt intellectuel et politique. Alors, je vais développer des choses, mais comme les intervenants qui m'ont précédé, je renverrai à ce qu'on a pu écrire. Il y a un numéro d'économie et politique qui sort sur l'écologie, défi écologique, défi révolutionnaire. Parce qu'il y a les expériences existantes et puis il y a la bataille d'idées. Je voudrais insister un peu sur la bataille d'idées pour aider à s'outiller. Parce qu'il y a toute une opération de culpabilisation vis-à-vis des expériences socialistes, j'y vais venir dans un instant, mais de culpabilisation sur la consommation. C'est de notre faute, le mal est en nous. Alors que le grand enjeu, c'est révolutionner la production et éventuellement ce qu'on nous donne à consommer, mais qu'on ne décide pas comme ça, sans politique. Et donc de dépolitisation de cette question. Et les deux leviers décisifs, disons, que sont les entreprises pour une autre production, c'est évacué, les banques pour utiliser l'argent dans d'autres buts, complètement évacué de la question écologique. On dit simplement on sait ce qu'on veut faire, et puis on trouvera toujours de l'argent, et il y a des engagements qui n'engagent que ceux qui y croient. Et derrière, la question décisive du taux de profit et de la recherche, parce que le taux de profit c'est quoi? Tout est réduit à de l'argent, et il faut accumuler plus. Donc c'est fondamentalement anti-écologique. Et donc, ce but de l'accumulation du capital et de la marchandisation, il est au cœur de la crise écologique. Alors que nous pouvons porter, et la révolution actuelle, même technologique le porte, les capacités humaines sont au cœur d'une révolution écologique. Ils nous prétendent que c'est simplement, il faut faire du social pour l'écologie pour faire passer la pilule. Au contraire, l'inventivité des êtres humains, les dépenses pour les recherches, le bien-être des travailleurs, le temps de travail libre, c'est au cœur, c'est un levier pour l'écologie. Mais ça demande de renverser les buts du système. Et donc ça demande de renverser les buts, c'est-à-dire une révolution. Donc c'est ça qu'il faut porter. D'où la question de, est-ce qu'il y a des systèmes, des cheminements vers des systèmes, parce que c'est des expériences vers le socialisme, qui valent le coup d'être regardées. Et c'est ça qui est d'ailleurs un enjeu chez les communistes, jusqu'à leur dernier congrès, d'oser nommer un système alternatif pour une révolution socialiste. Donc, révolutionner les rapports sociaux, nous écrivons quand même dans notre congrès, ça nécessite de révolutionner les rapports sociaux de consommation, de production, de circulation et de répartition. Mais ça veut dire donc quelque chose de très systématique, et ça renvoie à la planification, mais aussi à la dimension mondiale, qui a été moins abordée. Et donc, parce que tous les autres nous répondent par le marché. La réponse écologique, c'est on va marchandiser. La nature a un prix, on va faire payer le CO2. D'ailleurs, ça veut dire que si tu as de l'argent, tu peux polluer. Des fois, ça séduit, on dit le pollueur est payeur. Non, non, non. C'est-à-dire, si tu as de l'argent, tu peux polluer. Mais une fois que c'est pollué, on ne peut pas réparer facilement. Donc, et puis on va compenser un peu, et on va faire une taxe sur le carbone. Et encore une fois, la taxe est sur le consommateur, c'est une taxe sur le prix de vente. On ne taxe pas les profits, on taxe le prix de vente. Donc tout est toujours la même chose. Le résultat, on le connaît. Il faut savoir, en France, pour prendre que la France, sur les 20 dernières années, depuis 1990, les émissions de carbone, pour prendre que le carbone, diminuaient. Même dans les reprises économiques, elles diminuaient. Aujourd'hui, on a atteint des limites, dans leur façon de faire. Elle diminue faiblement, mais ça diminue. Depuis la reprise faible qu'on a, les émissions de carbone reprennent, augmentent. Et encore, ça ne tient pas compte de la pollution qu'on exporte avec nos multinationales qui sont implantées à l'étranger, qui polluent les pays, qui pompent les pays et qui exportent, comme on l'a entendu dans le discours de Fidel, les modes de consommation aussi, qui imposent presque des modes de consommation. Au contraire, la consommation de matière de l'économie française a augmenté depuis 30 ans. Elle a augmenté. Si on prend en compte, quand on importe du pneu par exemple, non seulement on importe du caoutchouc venu du Brésil, par exemple, ou des États-Unis, mais en plus, en le produisant au Brésil, on pollue là-bas même. Et donc tout ça, ça a augmenté, bien sûr. Donc
en réalité, ce n'est pas une question de croissance, mais c'est le contenu de cette croissance, avec des holdings à la défense et des multinationales à l'étranger. Donc, il y a vraiment une question mondiale. Voilà, ça renforce le besoin de révolution, ça l'élargit. C'est donc, je crois aussi, j'ai dit entreprise, banque, mais aussi service public comme réponse, démocratie avec la planification, donc c'est des questions système. Et je finis sur la dimension mondiale, parce que en réalité, il faut voir une chose que nous ne savons pas, souvent. Ça met en cause, on fait des grandes conférences internationales sur l'écologie, la COP 21, là, je ne sais plus la COP combien on est maintenant, on se rappelle la 21 parce qu'elle était en France, voilà. La COP X on va l'appeler, hein. C'est l'ONU. Le système de l'ONU est complètement séparé du FMI. Donc le dollar et le FMI peuvent continuer à faire ce qu'ils veulent, l'ONU peut causer, le dollar et le FMI continueront à faire ça. La grande bataille communiste et commune entre tous les pays, c'est celle, effectivement, sur le dollar, et pour que vraiment les capacités mondiales financières viennent appuyer l'écologie et une autre production. Et ça peut être une bataille qui rassemble tous les mouvements et partis qui se réclament des communistes dans le monde. Voilà, je voulais apporter ça. Je vais donner quelques compléments parce qu'on a parlé de la mondialisation. Je pense que, d'abord, il faut voir que quand on parle de globalisation, c'est pas un hasard. À mon avis, il y a deux phénomènes qui s'entrecroisent. Il y a le fait mondial, c'est-à-dire il y a plusieurs pays, mais il y a le fait qu'il y a quelque chose de global, c'est-à-dire qui traverse les pays, qui est beaucoup plus transversal à tous les pays. Et cette chose-là, c'est fondamentalement les multinationales nouvelles. On a besoin d'un bouger théorique sur les multinationales. Les multinationales d'aujourd'hui, il faut avoir une analyse théorique dessus. Donc, je prépare un livre dessus, mais les multinationales d'aujourd'hui, comment dire, elles font une coproduction, elles coproduisent, les travailleurs, ils produisent de façon coopérative avec plusieurs établissements du monde entier. Il y a une socialisation qui est organisée par le capitalisme du travail. En France, par exemple, c'est 60% des filiales de multinationales en France, elles travaillent au quotidien avec d'autres filiales. Donc, c'est une coproduction et elles remplissent la fonction de partage des ressources, des connaissances, des savoirs, de l'argent, de partage des ressources pour la production. C'est pas comme autrefois Ford qui installait une usine ici et puis la même usine dans un autre pays. Non, là, on coproduit et avec des allers-retours sans cesse. Et c'est lié à quoi? À cette révolution informationnelle, où l'information devient une sorte de facteur de production globale, transversale. Mais elles le font, donc elles remplissent cette fonction qui apporte à l'humanité, mais elles le font de façon totalement perverse et capitaliste, c'est-à-dire pour nourrir la rentabilité et le capital, et donc elles utilisent leurs réseaux mondiaux pour transférer et prélever les profits sur le monde entier. Mais il faut bien voir ce facteur global, parce que du coup, leur efficacité, c'est qu'elles partagent des coûts dans le monde entier. Vous allez avoir, par exemple, à Villaroche, la SNECMA, 5000 salariés à Villaroche en région parisienne, en Seine-et-Marne, 5000. Distribue les tracts avec le camarade qui est là-bas. Je dis, qu'est-ce que vous faites? Il me fait, on assemble les moteurs d'Airbus. Je dis, les 5000, il me dit non, seulement 350. Donc si on ajoute un peu les fonctions support, enfin il y en a plus de 4500 qui en fait travaillent, bureau d'études, pour le monde entier, y compris pour les filiales dans le monde entier. Donc il y a un coût global, mais qui est partagé dans le monde entier. Donc c'est cet enjeu-là de maîtrise qui nous est posé devant nous. Et alors, dans le moment actuel de la mondialisation, il y a une possibilité de multipolarité, mais je ne suis pas d'accord pour dire qu'il y a multipolarité. La Chine pose la question de la multipolarité, mais on ne l'a pas, la multipolarité. Parce qu'il y a eu une énorme domination américaine. Quand on fait les calculs, les prélèvements des multinationales, il n'y a que 19 pays qui prélèvent et qui reçoivent l'argent. 19 pays sur les 160 pays du monde, ou 200 pays. Et les 19 pays, vous les connaissez, hein. C'est États-Unis, France, Suisse, Pays-Bas, Suède, Danemark, enfin voilà, et on a vite fait la liste. Et puis il y a une ou deux îles paradis fiscales qui glissent au milieu. Et les États-Unis, ils prélèvent
Avant la crise financière, il prélevait 200 milliards sur le monde, rien en dividendes, royalties, paiement des technologies, tous ces petits trucs-là. 200 milliards sur le monde. Après la crise financière, ils ont eu besoin de 400 milliards. Et aujourd'hui, 500 milliards sur le monde. Donc on en est à ces échelles-là. Et c'est pour ça que... Et la Chine, elle crée une possibilité nouvelle. À la fois les routes de la soie, à la fois sa production et toutes les multinationales qu'elle a chez elle, mais même chose, son excédent, il ressort, il faut bien payer les dividendes et les royalties à Apple. Par exemple, quand ils font des iPhones. Mais aussi, et ça a été dit, sa décision sur les banques, faire la Banque du Sud, la Banque des BRICS, c'est très important. Laurent l'a dit, il a raison. Parce que c'est une possibilité d'un levier financier qui n'est pas dans les mains du FMI. Et qui n'est pas avec les conditionnalités du FMI. Et par exemple, il faut savoir que les Américains, dans les années 30, avant que le FMI existe, ils avaient créé la Banque de l'Amérique pour financer l'Amérique latine, pour contrecarrer la domination des Allemands en Amérique latine. Et qu'avec celle-là, ils ont appris comment faire le nouveau système financier international. Donc, ça renforce la menace qu'ont ressentie les Américains de cette possibilité de faire autrement. D'où la guerre économique de Trump. Quelque part, ça devait venir à un moment ou à un autre, une réaction. C'est facile de le dire après coup, mais quand même. Et alors c'est une guerre commerciale, mais c'est une guerre monétaire, mais c'est aussi une guerre sur les capitaux, parce qu'ils veulent attirer les capitaux, parce qu'en plus, d'attirer les capitaux, ça fait monter le dollar, et derrière les capitaux, c'est la technologie. Et en retour, il faut bien voir, on n'en a pas parlé, mais dans cette bataille, et pour la Chine c'est un enjeu majeur, et pour le monde, comme pour Cuba d'ailleurs, comme pour le Soudan, le dollar, c'est un enjeu majeur, et le dollar, il sert d'attracteur. Tous les capitaux vont aux États-Unis, y compris les capitaux chinois, parce que leurs excédents, ils les mettent aux États-Unis, et ils ressortent. Les Américains font la pelote, parce que ça rentre de manière dispersée, ils les concentrent, et avec ça, ils vont dominer le monde, et ils en gardent au milieu 100 milliards pour financer leur déficit américain. C'est ça. Frédéric. Donc, il faut voir le monde. Alors, j'arrive à une question. Non, juste parce qu'il y a notre camarade Cuba qui part, donc je vous propose que tu continues après. D'accord. Si, voilà. Donc, Justo. Fini, mais je crois qu'il faut voir le contexte. Et il y a un enjeu de classe avec ce que pose la Chine, y compris intérieur à la Chine. Y compris... Et oui, parce que c'est très contradictoire. Est-ce qu'on peut dire le politique contrôle? Là où je suis d'accord, bien sûr. Quand ils décident, ils font, et ils ont des leviers. Mais il y a un enjeu de classe à l'intérieur. Est-ce que ça va être le développement du capital? De toute façon, ils en ont besoin. Ou est-ce que ça va être le développement des travailleurs? Et c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Parce que chez eux-mêmes, dans la crise actuelle, là, ils ont de la suraccumulation financière. Ils ont eu l'effondrement de la bourse de Shanghai il y a un an. Ils ont répondu comment? Pas forcément de la bonne façon, vu de notre côté, mais c'est pas pour juger que je dis ça. Ils ont répondu en disant, pour stabiliser la bourse de Shanghai, on va autoriser les grandes maisons d'épargne publique à investir aussi en bourse. Donc pour stabiliser la bourse, on renforce la bourse. De même, pour rééquilibrer leurs comptes, ils développent les routes de la soie, mais aussi ils développent leur multinationale à l'étranger. Donc il y a tout un enjeu de contenu et de bras de fer et de dialectique entre les forces du socialisme et les forces du capital financier, y compris en Chine. À mon avis, il faut voir cette contradiction. Et eux-mêmes se posent des questions de suraccumulation du capital matériel en Chine. Bon, on a vu en juin un économiste qui est venu là-dessus au CEPI, c'est un organisme international public français. C'était le seul à comprendre ces questions de suraccumulation. Il avait très bien compris et il suit apparemment de très près les chiffres là-dessus. Donc il y a cet enjeu-là. Et donc, ils ont des réponses contradictoires, c'est-à-dire des choses qui ressemblent à ce que faisait la France au début des années 70 pour répondre à sa crise, internationalisation des entreprises, mais développement des services publics de l'autre côté. Et donc il faut voir. Donc moi je crois que... Et puis ils ont leur peuple de toute façon, et le peuple des BRICS c'est massif, et donc ça tire vers les besoins du socialisme, j'allais dire, pour faire simple, mais en tout cas les besoins anticapitalistes. Mais c'est pas joué. Et donc la question c'est quelle bataille commune? Moi je vois au moins 3 éléments, et j'ai pas tout de suite les réponses, même si on va faire une initiative nationale sur la mondialisation à Paris au siège, le parti les 13 et 14 décembre, puisque j'ai en charge la mondialisation économique depuis le dernier congrès. Il y a la question des traités internationaux. Ce que nous mettons sur la table,
c'est non pas des traités où le but c'est l'échange, mais des traités de maîtrise des échanges pour le développement des biens communs. C'est-à-dire le but c'est développer l'emploi, la santé, l'écologie, et le moyen c'est l'échange ou l'investissement dans la mesure où ils permettent. Et donc on inverse les buts et les moyens, des traités de maîtrise des échanges. Parce qu'il ne s'agit pas de refuser. Et c'est d'une certaine façon une réponse au fait que la Chine utilise certes des règles capitalistes, mais elle dit aussi on a besoin d'un partage des technologies pour se développer. Et la deuxième chose, on a besoin de trouver un mode de relation avec les multinationales, un mode de compromis, une maîtrise de la multinationale, des services publics mondiaux même qui dialoguent avec les multinationales. Et puis la troisième question, à mon avis, qui est posée, c'est celle du dollar. D'une monnaie commune mondiale alternative au dollar, des droits de tirage spéciaux, d'une réforme profonde du FMI. Et ça, à mon avis, c'est dans quelle mesure, et c'est un peu la question que je vous pose à vous, à la tribune et à tout le monde, est-ce qu'il n'y a pas une ou deux batailles communes à trouver entre plusieurs pays, partis communistes, mouvements progressistes, révolutionnaires dans le monde, qui doivent rassembler et prévenir la crise qui va venir pour monter les enjeux mondiaux qu'on a, parce que tout le monde se rend compte qu'il y a quelque chose, et si nous on ne porte pas une perspective, il peut y avoir un désarroi. Voilà.